On me demande d'introduire Nicolas, mais en fait, je ne vais pas lui prendre du temps de parole. Nicolas est une grande personnalité qui vient de Londres, qui dirige donc un think tank, Cloyter Street, et qui également a des responsabilités au niveau de l'Angleterre sur les designs pour mieux vivre donc, dans les villes. Mais je ne vais pas lui piquer du temps de parole. Et Nicolas, il va s'exprimer en français. Merci beaucoup d'être venu. Je suis vraiment très heureux. Et merci également de ta contribution pour l'urbanisme en beauté, un thème majeur. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Avant de s'exprimer en français, un de mes compatriotes, mon compatriote anglais, Winston Churchill, prévient son auditoire, faites attention, je vais parler français. Alors, mesdames, messieurs, soyez prévenus. Je suis honoré, vraiment honoré d'être invité à vous parler, ravi d'être chez vous dans cette magnifique salle, quel plafond, et fier d'avoir l'occasion d'apprendre à vous les améliorations historiques que vous faites à vos villes françaises et aussi italiennes. Je voudrais brièvement vous raconter 3 histoires. L'histoire de pourquoi et comment j'ai créé l'entreprise sociale londonienne Create Streets, créer des rues, depuis ma salle à manger, et des recherches que nous faisons. L'histoire de Building Better, Building Beautiful Commission, qui a créé le gouvernement britannique, et l'histoire des changements de planification qui commencent, j'espère, à améliorer la qualité, la popularité et la durabilité de nos villes et villages anglais, et notre façon de créer et gérer les lieux pour les générations à venir. Il y a 11 ans, j'étais un banquier qui travaillait ici. J'habitais, oh non, faire comme ça. Ah, c'est difficile, hein? Ah, j'habitais ici, dans le sud de Londres, et un dimanche, en voulant acheter des plantes en pot, je suis allé ici. Ah, mais c'est difficile, hein? Ici, il faut faire comme ça, hein? Pour les acheter avec mon fils aîné, Alexandre, à gauche. C'est le seul que j'avais à cet âge. Mon trajet m'a fait passer devant cet endroit. Et voilà. Aylesbury Estate, une cité de HLM des années 70, dont un certain nombre d'immeubles étaient en train d'être démolis pour être régénérés. Il n'avait jamais été populaire. Dès le début, les locataires ont refusé d'y ménager. Ils étaient associés avec des profonds problèmes sociaux et maintenant, après une durée de moins d'une vie humaine, ils n'existaient plus. Un échec total de développement durable. J'avais toujours été intéressé par l'architecture et l'urbanisme. Si on s'intéresse, je me suis dit, dans les bâtiments et la nature, il y a toujours quelque chose à regarder. Et je me demandais donc, avec quoi on allait remplacer ces bâtiments? J'ai googlé et je me suis trouvé perplexe, que les plans étaient peut-être moins laids, mais il avait la même absence de rues et de jardins privés, d'échelles humaines, de portes d'entrée privées. Est-ce que c'est ça que veulent les gens, je me suis demandé. Je ne pense pas, mais peut-être je me trompe, peut-être je m'impose mes préférences personnelles. Est-ce que les préférences peuvent être prévisibles? J'ai commencé ainsi à interroger les architectes, les investisseurs, des fonctionnaires et même aux responsables de la régénération de cette site. Pourquoi notre société construit-elle ce genre de choses? Où est-ce que les gens veulent vivre et pourquoi? Où est-ce qu'ils sont heureux et pourquoi? Où est-ce qu'ils se sentent chez eux et pourquoi? Et mesdames et messieurs, personne ne savait. Il y en avait qui n'avaient pas d'avis. Il y en avait qui jugeaient que ce n'était pas prévisible ni important. Il y en avait qui avaient un avis, mais aucune preuve. Le responsable de Aylesbury Estate pensait clairement que j'étais un naïf. Peut-être je suis. Et ainsi, j'ai tourné une page dans ma vie. Je me suis devenu obsédé, vraiment obsédé, avec ces questions. J'ai passé mes week-ends, mes soirées à lire et à créer. Quand j'ai partagé le premier jet de ma première publication avec mon plus vieil ami, il a dit « Vénard », en fait c'était un mot beaucoup moins poli, « tu as trouvé ce que tu allais faire pour le reste de ta vie ». Et il avait raison. J'ai vu avec incrédulité, ça c'est mon ami, j'ai oublié, excuse-moi, c'est celui. J'ai vu avec incrédulité, mais dis donc, mon étude reprise dans presque tous les journaux britanniques. J'étais contacté par les douzaines d'associations de résidents qui voulaient améliorer leurs rues et le développement locaux. Par hasard, j'avais mis le doigt sur un besoin large et profond. Pendant ces derniers 9 ans, Create Streets a publié des livres,
a aidé des centaines d'associations de résidents et a fait de la recherche primaire et secondaire sur les liens entre les endroits avec le bien-être, la durabilité, la valeur économique et les liens sociaux. Nos recherches nous ont appris qu'on peut prévenir les bons endroits, qu'un trop grand nombre de vies menées par nos concitoyens sont gâchées par des lieux médiocres, par l'absence d'amis au coin de la rue, par un sens réduit de la communauté, par une diminution des déplacements à pied, après une absence de fierté locale. Concrètement, cela se mesure en vie plus courte, en air plus pollué et à une opposition systématique, en Angleterre en tout cas, à la construction de logements. Depuis plusieurs générations, la réponse instinctive de la plupart des Britanniques est que les nouveaux logements seront laids, qu'ils seront imposés d'ailleurs, qu'ils ne tiendront pas compte du paysage et du local, du précieux et du particulier. Il est temps de passer de cercle vicieux et parasitique au cercle vertueux du développement régénérateur. Heureusement, il existe une approche qui fonctionne souvent pour pas mal de gens. Je l'appelle gentle density. Je pense qu'on peut la traduire comme une densité douce, mais à vous à décider. Un réseau de belles rues et des places, des meubles et de maisons mitoyennes ancrés autour des véritables centres, d'une place de village ou de magasins de quartier, des avenues bordées d'arbres, des rues où les enfants peuvent se promener en toute sécurité. Les immeubles dont l'arrière et l'avant sont clairs sont associés à une baisse de la criminalité et à une meilleure utilisation des espaces verts, petits et fréquents, comme je l'appelle. Ces endroits ont tendance, très clairement dans les chiffres, à être plus populaires et plus prospères. Les gens réagissent plus chaleureusement, de manière année et organique, aux rues qui ont une complexité cohérente, des couleurs, des textures, des symétries et dont les formes et caractérisent les choses, vous invitent à marcher ou imitent même imperceptiblement certains des modèles de la nature. C'est comme ça qu'on encourage la proximité heureuse. Et maintenant, ce n'est pas juste les associations de résidents, c'est aussi les propriétaires, les promoteurs et le gouvernement qui nous écoutent et qui travaillent avec nous. Nous avons une plateforme en ligne qui nous permet de co-dessiner avec des milliers de résidents, beaucoup plus que nous pouvons inviter à dessiner avec nous physiquement, mais on le fait ça aussi. Toutes nos conceptions et plans sont basés sur ce qui est populaire localement. La semaine dernière, par exemple, un des plus grands promoteurs anglais a changé le plan pour un site de 1500 domiciles pour suivre notre conseil. Je les ai envoyés un email à 18h le soir et c'était résolu par 23h le même soir. Et pourquoi ils nous écoutent? Ma deuxième histoire, le Building Better, Building Beautiful Commission. En 2018, le gouvernement britannique a demandé au philosophe Sir Roger Scruton de constituer une commission pour étudier pourquoi les gens résistaient au développement et comment créer des endroits qui seraient plus beaux, plus populaires et plus durables, les trois ensemble. Je les rejoins comme coprésident de la commission après plusieurs mois. Au début, franchement, c'était une commission très, très controversée parmi les architectes. Sir Roger Scruton, qui est mort en janvier 2020, était le philosophe conservateur le plus important dans le monde anglophone, pas forcément très populaire avec les architectes. Certains ont affirmé que notre tâche était sans but et nos objectifs sans mérite. Et pourtant, nos propositions ont été accueillies avec un soutien quasi universel. Un architecte moderniste de renom a écrit, en anglais, « Je me trouve d'accord avec presque tout, ce qui est une surprise. » Le président de l'Académie de l'urbanisme a parlé d'une joie inattendue, de la controversée, du consentement, comme disent les Américains, et pluribus unum. Ce qui s'est passé, c'est que calmement, raisonnablement et j'espère empiriquement, nous avons examiné la qualité, la popularité et la durabilité des lieux que nous créons en Angleterre et nous les avons trouvés clairement insuffisants. Les personnes qui nous ont écrit l'ont dit, les groupes de discussion à travers le pays l'ont confirmé, les prix et les analyses l'ont confirmé, et franchement, la plupart des professionnels à nous avons parlé l'ont confirmé.
Et mesdames et messieurs, malgré toutes les distractions, et il y a pas mal de distractions maintenant en Angleterre, le gouvernement nous a écoutés. Ma troisième histoire. Le gouvernement a commencé à prendre en compte nos recommandations. Parmi les principaux thèmes figurait la nécessité de reverdir nos rues et nos places, un premier pour chaque maison, et de rajeunir la vitalité de nos rues. Le gouvernement a assoupli la réglementation sur les terrasses de restaurants de rue, jusque-là peu autorisée en Angleterre, et a obligé l'implantation des arbres de rue dans les nouvelles rues, suite aux preuves solides qui sont associées très clairement à moins d'accidents, à une meilleure santé, à plus de marche, à un air plus pur. L'année dernière, le gouvernement a suivi les recommandations de la Commission et a publié le National Model Design Code, un code national de code d'urbanisme. Je pense, ça traduit, je ne suis pas sûr. Il guide les municipalités et les promoteurs afin de créer de nouveaux lieux et de gérer les lieux existants pour qu'ils soient populaires, beaux, heureux et durables. Le gouvernement a également changé le National Planning Policy Framework, le document général qui définit la politique d'urbanisme dans toute l'Angleterre. Il a inclus un grand nombre de nos recommandations pour faire de la beauté un objectif du système de planification, pour exiger une amélioration de la biodiversité dans chaque développement et pour renforcer la capacité des conseils à rejeter les propositions qui sont disgracieuses ou anesthétiques. Le gouvernement a aussi créé un nouveau Office for Place dont je suis président. Nous avons 2 tâches clés pour notre première année. Tout d'abord, la recherche. Nous cherchons à mieux comprendre et à mesurer ce que les gens apprécient et où ils aiment se tenir. Où les gens proposeraient-ils? Quels lieux sont associés à la santé publique? Nous cherchons à transformer la qualité à la disponibilité de la recherche qui nous aide à créer les lieux. Deuxièmement, le soutien. Nous souhaitons soutenir la création et la gestion des lieux plus populaires en pilotant la création de design codes locaux, en partageant largement les meilleures pratiques afin de fournir les bons exemples dont on peut s'inspirer. Presque fini. La bonne nouvelle, c'est le Boris qui nous empêche de parler. La bonne nouvelle, c'est que les types, et ça c'est très important dans notre époque, la bonne nouvelle, c'est que les types d'endroits que les gens trouvent accueillants, sûrs et beaux, sont, comme nous le disent tous les sondages et les données sur les prix, assez homogènes selon l'âge et le sexe, le niveau de prospérité, la race, la religion et la politique. Et je crois que ça c'est important pour nous maintenant. Créer de beaux endroits, c'est aussi construire de manière durable. Les bâtiments laids survivent rarement à leur utilisation principale. Mais les beaux bâtiments transcendent le premier usage transitoire et naviguent vers l'avenir. La centrale électrique édouardienne, qui est devenue un magasin Amazon. La grange médiévale, qui est devenue une galerie d'art. Ça, c'est le XIIe siècle. Comme celui-ci un jour? Je ne crois pas. Même... Oh, dis donc. C'est comme jeu. Même les cabines téléphoniques qui sont devenues des cafés, des bibliothèques, des défibrillateurs. Mais personne ne réutilise celui-ci. Personne ne le veut. Les lieux résilients et prospères modifient facilement leur utilisation au fil des siècles. Et ce faisant, le coût en carbone sur toute la durée, de vie s'effondre. La construction d'une maison neuve de 2 chambres à coucher consomme l'équivalent à peu près de 80 tonnes de dioxyde de carbone. La rénovation en consomme 8 tonnes. Même avec les spécifications les plus efficaces sur le plan énergétique, il faudrait plus de 100 ans pour que les nouvelles constructions rattrapent le retard. Nous n'avons pas peur du concept de beauté. La grande Octavia Hill, une des fondatrices du National Trust, a écrit que nous voulons tous de la beauté pour le rafraîchissement de nos âmes. Et elle s'est efforcée de la fournir dans les maisons qu'elle offrait aux travailleurs. J'essaie de revigorer la tradition vivante de la création de lieux. Cela ne signifie pas nécessairement créer une maison qui était l'air d'avoir été construite en 1820, bien que vous puissiez le faire si vous le souhaitez. Mais il s'agit de comprendre les qualités de la rue, du bâtiment, de l'auteur et de la façade qui rendent les lieux populaires et heureux. Nous avons tous besoin d'un foyer, d'un lieu pour nous frayer un chemin dans le monde. Nous devons créer et garder des meilleurs endroits beaucoup plus souvent
pour le bien de nos voisins, pour le progrès de notre industrie et pour la délicatesse avec laquelle nous foulons la planète. J'espère que nos efforts, nos travaux en Angleterre, peuvent vous aider un peu ici dans la belle France. Merci beaucoup.